Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse. Ce matin, retour sur les conclusions du sommet de Pau en France sur la coopération entre la France et les pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Entre autres conclusions, les chefs d'État du Sahel et le président français Emmanuel Macron ont convenu de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel et plaidé pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. Finalement, au regard de ces conclusions, certaines populations du Sahel très critiques à l'égard de l'intervention de la France restent dubitatives. Les mesures de Pau suffiront-elles à calmer les jeux sur le terrain? Pourront-elles venir à bout des leaders terroristes dans la bande sahélo-saharienne? Qu'est-ce qui va changer sur le terrain? Débat de presse analyse cette actualité pour vous ce dimanche. Ce dimanche également, les ministres de la Culture du G5 Sahel en conclave cette semaine à Ouagadougou propose la contribution de la culture, au moins pour la prévention contre l'extrémisme violent. Si la réponse militaire tarde à donner des fruits, peut-être que la culture pourra aider dans ce sens. Et ils appellent les artistes et les écrivains à développer des initiatives créatrices pour appuyer les États du Sahel. Dans un contexte de promotion des diversités culturelles, comment la culture peut-elle réellement contribuer à cette lutte contre le terrorisme? Si l'on sait également que la majeure partie des projets culturels sur le continent est financée par l'extérieur, on voit mal comment cette contribution pourra se mettre en place. Ce débat de presse s'interroge donc au cours de cette émission. Et au cours de cette émission, nos analystes reviendront sur la grève avortée des transporteurs au Burkina Faso et leur rencontre ce week-end avec le Premier ministre. Les transporteurs ne sont pas contents de la lenteur dans la mise en place de leur fêtière. La rencontre avec le Premier ministre a convenu de la convocation d'une assemblée générale pour la mise en place de cette fêtière dans un mois. Cette mesure arrivera-t-elle à enterrer définitivement la hache de guerre? On en parle dans le débat de presse. Et dernier sujet dans le débat de presse ce matin, l'écho et l'annonce cette semaine du retrait de certains pays. Peut-on dire que cette monnaie qui n'est pas encore en vigueur est-elle devenue l'albatros? Comme le dit Baudelaire, ces grands ailes de géants l'empêchent de voler. On en discute donc avec Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fuseni. Merci d'être là pour débat de presse. Paul Mikirwamba est également notre invité. Paul Mikirwamba de Waga FM, bonjour. Oui, bonjour Kindo, bonjour Merci à tous. d'être là. Et Yacinthe Sanou de Omega FM est avec nous également. Yacinthe, bonjour. Bonjour Fuseni. Et merci d'être là pour le débat. Vous venez de rentrer fraîchement de Pau, en France, où vous avez participé, Yacinthe, à la rencontre, le sommet, pour ne pas le dire, sur l'intervention française dans le Sahel. Est-ce que vous pensez que les conclusions auxquelles on est parvenu à Pau peuvent aider véritablement sur le terrain à venir à bout de leaders terroristes? Ou bien, comment comprendre qu'une rencontre de clarification en vienne à de telles mesures? Alors déjà, je pense qu'il faut retenir ça. La rencontre a servi à clarifier les positions. Je pense que ça a été dit noir sur blanc dans la déclaration conjointe. Les chefs d'État ont exprimé les souhaits de la poursuite de la présence militaire française au Sahel. Ce point, au moins, le doute est levé sur ce point. J'espère que ça va mettre fin à toute forme de signation, mais également toute forme d'oubli de mention de l'apport français dans toute opération dans l'espace G5 Sahel. Donc ce point est clarifié. Aussi, ce point où la France ne sera plus seule force étrangère à intervenir dans le Sahel a été également évoqué avec la présence de responsables de l'ONU, de l'Union européenne, de l'OIF, où on a parlé de cette coalition pour le Sahel et de cette contribution des autres pays à lutter contre le terrorisme, comme vous le dites, dans cet espace-là, G5 Sahel. Donc aujourd'hui, parce que
pour moi, et le président de façon l'a souligné dans la conférence de presse, le sentiment anti-français ou anti-tout étranger naît des échecs. C'est parce qu'il y a plus de défaites que de victoires des forces armées sur le territoire. Il y a ce sentiment qui est né. Et il n'est pas seulement anti-français, on l'a vu au départ, il y avait même ce sentiment toujours anti-MINUSMA, qui est une force aujourd'hui au Mali composée dont le plus grand bataillon est burkinabé. Et il y a aussi ce sentiment même au Burkina, au départ, contre l'armée burkinabé, où on se posait des questions sur les compétences de notre armée face à cette hit que on a vu les successions de chefs d'état-major, on en a changé 3 en 2 ans. Donc il y a ce sentiment qui naît des défaites. Donc il y a nécessité de monter en puissance très vite sur le plan militaire, et les 6 chefs d'état l'ont rappelé. Il y va de leur crédibilité, ils en sont conscients, et c'est en cela c'est les 2 points en tout cas qu'il faut tirer pour moi de ce sommet de Pau. 1, la France est présente et c'est les chefs d'État qui le veulent. 2, la France ne sera plus seule. Il y aura cette coalition pour le Sahel et cette grande part qui est attribuée à la force militaire, et avec cette obligation de résultats rapides pour permettre aux populations d'avoir un temps soit peu confiance aux forces armées qui agissent dans cet espace G5 Sahel. Donc le sommet de Pau a au moins clarifié les rôles. Oui, très bien les rôles et les différentes positions, parce que il y a plus l'ouvertement où on a l'impression et on a des insinuations de part et d'autre sur la pertinence de la présence française. Ça a été écrit noir sur blanc. Il souhaite la poursuite de cette présence-là. Donc je pense que les différents doutes sont levés désormais. Oui, Dieudonné, selon les mesures de Pau, il faut poursuivre cette intervention française dans le Sahel et appeler d'autres forces à la rescousse. Est-ce que vous pensez que c'est des mesures qui seront suffisamment étayées pour amener à faire bouger les lignes sur le terrain? Oui, nous l'avons, je pense, nous avons préféré en tout cas voir la bouteille à moitié pleine. Et nous avons dit dans notre éditorial qu'à moins d'être de mauvaise foi, en tout cas, la montagne a accouché quand même de quelque chose à Pau. Rien qu'à prendre la force Takuba, la task force qui aura pour vocation d'agir dans ce que j'appellerais le triangle des Bermudes du sable, c'est-à-dire cette zone de la gorge des 3 frontières là, c'est-à-dire au-delà même des quiproquos, comme l'a dit Hyacinthe, des supputations et autres là, rien que la naissance de cette force qui sera en fait un attelage de Barkhane, du G5 et puis de 6 autres pays européens, je pense, qui vont venir à la rescousse. Je crois que ça déjà c'est un acquis. Plus de Barkhane, pas moins, comme le dirait le président nigérien, et je pense que quand même il y a quelque chose qui est né, et il y a même le cadre matriciel. Il y a le cadre matriciel de cette lutte antiterroriste là qui est là, puisqu'on a fait la clarification. Maintenant, on sait où on va, comment on va agir, puisqu'il y aura une mutualisation au niveau des militaires et au niveau des renseignements. Bon, donc je crois quand même que ça, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Est-ce qu'il y aura des résultats? Je crois que sous réserve d'inventaire, le 26 mars, parce qu'il y aura une autre réunion le 26 mars, et surtout, il y aura un sommet du G5 à Nouakchott en juin. Je crois que sous réserve d'inventaire, on ne peut que positiver. Et si il y a eu cette levée de bouclier, comme l'a dit le président du FASO et en même temps président en exercice du G5 Sahel, c'est parce que 2019 fut une année noire. Regardez la fin décembre, rien qu'au Niger, on a eu 160 tués. À Inates et puis à Chiganadral. Donc ça fait quand même beaucoup. Le Burkina, le Mali, le Niger ont payé un lourd tribut. Et je pense que peut-être, bon, ils ont tablé en disant qu'ils vont combattre surtout les GIS d'Al-Saharaoui, mais je crois que ça ne va pas être lui seul, même si c'est Al-Saharaoui qui écume justement le triangle des choses là, des 3 frontières. Je crois qu'il y a souvent de temps en temps, par exemple, le front de libération du Massina, de Koufa, qui est fréquemment aussi sur le sentier
pied de la guerre. Donc l'un dans l'autre, je crois que comme nous l'avons dit, le sommet de Pau a accouché au moins d'un métis qui s'appelle Takuba et qui est vraiment un attelage, comment je dirais, macrocéphale, puisqu'il y a plusieurs têtes. Il y a Barkhane, il y a le G5 et puis il y a les pays de l'Union européenne. Maintenant, comme je dis, il faut attendre de voir. Et nous l'avons écrit aussi, il faut maintenant, au lieu de riposter, il faut aller. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et je crois aussi que les chefs d'État l'ont compris. Maintenant, au lieu d'attendre que ces terroristes-là viennent attaquer et puis on les repousse, pourquoi ne pas aller les chercher dans leur sanctuaire? Et nous avons parlé de dératisation. Il faut que cette force-là ait justement nettoyé ces écuries-là de Katiba-là. Oui, et n'empêche, Paul Miki Rwamba, que à l'intérieur de ces pays du Sahel, le Burkina et le Mali notamment, la rencontre de Pau n'a pas pu faire taire les critiques à l'égard de cette intervention française. De quoi a-t-on peur réellement? Bon, au contraire, cette rencontre de Pau a exacerbé les critiques au sein de l'opinion publique africaine. Il fallait s'attendre à cela. Parce que je pense bien que mes deux prédécesseurs l'ont dit, il y a eu quand même des décisions fortes qui ont été prises. L'objectif premier de cette rencontre, qui était la question des clarifications, a été donc réglée. Parce que effectivement, ce que attendait la France des pays africains, mais également de la communauté internationale, c'est qu'il y ait cette clarification. Donc de ce point de vue, on peut dire que c'est un premier acquis. Deuxième acquis de cette rencontre, bien évidemment, c'est la coordination des forces, parce qu'on a constaté effectivement qu'on avait l'impression que les forces étrangères qui travaillaient aux côtés des forces nationales dans l'espace du G5 Sahel travaillaient, si vous voulez, de façon isolée. On avait le sentiment qu'il n'y avait pas cette coordination. Et je crois bien, quand on lit les conclusions de cette rencontre, désormais il y aura cette coordination. Pour moi, c'est un acquis inestimable. Mais de l'autre côté également, la grande déception pourrait venir justement des rangs de l'opinion publique africaine, comme vous l'avez si bien dit, notamment au Mali et au Burkina, parce qu'il y avait beaucoup de critiques qui avaient été formulées et à l'encontre bien évidemment de l'intervention française, particulièrement dans l'espace G5 Sahel, d'où la montée de ce sentiment anti-français. Avant d'aller à Pau, beaucoup parmi les Africains pensaient que c'était l'occasion effectivement rêvée et pour les chefs d'État d'aller dire certaines vérités au président français Emmanuel Macron par rapport aux agissements des soldats qui se trouvaient donc sur le sol africain. De ce point de vue, c'est une grande déception. On a entendu certains leaders d'OSC ici en Afrique, particulièrement au Burkina, qui ont exprimé effectivement leur déception et par rapport à cette rencontre-là. Mais moi, je voudrais simplement dire que il ne fallait pas s'attendre à autre chose, parce que on parle de montagne qui aurait accouché de quelque chose, pour prendre donc les termes de Zungrana. Mais moi, je pense que c'était même pas une montagne, parce que c'était prévu comme ça. L'objectif essentiel, c'était cette clarification. Et finalement, on peut dire que c'est peut-être la France qui sort un peu la plus grande gagnante, parce qu'elle, à travers son président, justement, avait voulu... au départ, cette France désintéressée, il s'est senti à un moment donné vexé. Exactement. Quand on l'a vu à la rencontre de Pau, le président Emmanuel Macron dit que chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, ils quitteront ce pays. Absolument. Avant d'ailleurs, c'est là, avant qu'il ne convoque cette rencontre de Pau, rappelez-vous le discours du président Emmanuel Macron, parce qu'il avait dit, justement après la tuerie des soldats français au Mali, il avait dit que bon, on avait le sentiment effectivement que les Africains rejetaient la présence de la France sur le sol africain, alors que toutes les interventions étaient précédées par une demande expressément exprimée par les dirigeants africains. Donc il était question de venir clarifier les positions, et de ce point de vue, je pense que la France est sortie gagnante, elle qui a réussi des chefs d'État une certaine remise en cause, même si ce n'est pas expressément écrit, parce que c'est une remise en cause des critiques qui étaient formulées. Je pense d'ailleurs que la rencontre de Pau a eu lieu parce que Emmanuel Macron a constaté qu'au-delà des opinions publiques africaines, on avait des responsables politiques, des chefs d'État, des ministres qui avaient un discours qui était également anti-français. Donc l'objectif a été atteint pour la France de mon point de vue, et je pense d'ailleurs que c'est elle qui sort un peu grandie, parce qu'en réalité, au-delà des 5 chefs d'État du G5 Sahel qui était là, il y avait effectivement la présence des Nations Unies, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union européenne, l'Union africaine, etc. Donc tout cela, c'était une occasion pour Emmanuel Macron de montrer à la face du monde que la France agissait donc en toute légalité et en toute légitimité à la demande des chefs d'État africains. Oui. D'où le renforcement de cette coopération et le renforcement d'ailleurs de la force Barkhane qui est annoncé. Oui, Dieudonné.
Oui, c'est vrai qu'on a vu un Macron, on a senti la moutarde monter au nez de Macron, parce qu'il a dit, à une question d'un journaliste malien, on a vu que quand même la moutarde montait au nez du président français, parce qu'il a dit que qui se fait tuer quand les cercueils reviennent quand même en France, pour prendre le cas des 13 tués du Gourma, bon, ça quand même, on a senti un peu un Macron qui est sorti de ses gonds. Mais je voudrais dire que, c'est vrai, bon, on ne va pas charrier, il y a eu des acquis, mais pour emboucher un peu la trompette de Paul Mickey en bas, il y a quand même un bémol dans cet océan d'embellie là. Si on prend par exemple le cas de Kidal, quid de Kidal, parce qu'on n'a pas senti, qu'est-ce qu'on a dit de Kidal? Moi je m'attendais quand même, parce que Kidal c'est quand même un cas particulier, justement parce que Kidal, c'est quid de Kidal, son statut, et quid de l'accord d'Alger qui est quasiment sur cale. Bon, ça vraiment je m'attendais à ce qu'on parle un peu de Kidal, mais ça fut vraiment l'omerta, on n'a pas vraiment senti que, ou bien on en a parlé en aparté, mais on n'a pas voulu communiquer. Mais en tout cas, Kidal aujourd'hui demeure quand même un peu le petit caillou dans la chaussure quand même du G5 Sahel et de la France. Parce que les explications, bon, on dit non, c'est une tribu, minorité qui règne sur l'eau, et la France dit que c'est pour... Bon, donc on ne sait pas. Autre bémol aussi, il y a aussi l'ONU était là, mais malheureusement jusqu'à présent, le G5 Sahel a avoir le chapeau onusien, le fameux chapitre 7. Et pour ne rien arranger, les États-Unis annoncent un retrait de leurs éléments en Afrique. Donc tout ça inhibe un peu, ça amoindrit l'impact du sommet de Pau, parce que quand même, qu'il faudra désormais... Quand même, le G5 avait le chapeau onusien, ça facilitait les choses. Or, nous savons qu'avec le président Donald Trump, on n'aura jamais ce chapitre 7. Donc, Kidal et puis le retrait des États-Unis, partiel des États-Unis, quand même a amoindri un peu. Et d'ailleurs, vous avez senti que Emmanuel Macron, le lendemain, a lancé un appel à Donald Trump pour dire, en tout cas, de ne pas retirer une partie de ses troupes, parce qu'ils savent que l'impact que ça va avoir. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est ces éléments-là qui amoindrissent un peu l'impact du sommet de Pau. Oui, Yacine Sanou, est-ce que c'est votre avis également que c'est vrai qu'il y a eu des mesures à cette rencontre et par rapport auquel on peut fonder des espoirs sur le terrain, mais tout cela se fait sur le dos des populations qui sont toujours inquiètes quant à l'issue de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Les populations n'ont que faire de ces tractations politiques. Ce qui intéresse les populations, c'est que la paix revienne. Naturellement, et je pense que c'est en cela que ils ont insisté sur la montée en puissance des forces, parce que la population veut sentir déjà, pas forcément du jour au lendemain une victoire certaine, mais une présence, une bonne présence, et se sentir en sécurité. Je pense que c'est en cela qu'il faut saluer cette idée de montée en puissance des forces militaires conjointes et de ce commandement conjoint des forces engagées dans le G5 Sahel. Mais en même temps, juste pour préciser, la question de Kidal a été évoquée, et la question de la crise malienne d'une manière générale. Mais je pense que c'est tout à fait normal dans ce contexte-là qu'on ne peut pas résoudre la question de Kidal à Pau. Les chefs d'État l'ont souligné, c'est une question que le Mali doit prendre en compte, et notamment les accords d'Alger, mais en même temps, la sous-région doit également s'impliquer parce que ça va au-delà de Kidal, pour ces résolutions de questions internes aux pays membres du G5 Sahel. Je comprends un peu les formules diplomatico-politiques pour ne pas avoir cette impression que ce soit décidé en France, quelque chose qui doit être fait au Mali ou au Burkina ou au Niger, mais je pense qu'il y a cette implication en tout cas des pays eux-mêmes concernés, mais également de la sous-région du G5 Sahel. Est-ce que pour le cas de Kidal, est-ce qu'on sent vraiment la volonté de la France à trouver une solution, même si on estime que la solution doit venir des Maliens? Alors, on dit Dieudonné l'a relevé.
on dit difficile ici, puisque la France dans la déclaration conjointe, Kidal n'est pas ressorti. Oh, c'est quand même un point vraiment important. Le point de la résolution de la crise malienne et le point justement du fait que le Mali doit prendre en compte. Je pense que Kidal en fait ressort de ses points. Bien sûr, le moment sorti, le dossier n'est pas sorti, mais la question a été évoquée. Et pour ce qui est de l'implication de la France, vous ne voulez pas que la France, elle, décide aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme déjà débat qui a amené le sommet de Pau, Paul l'a si bien traduit. Et je pense qu'il y a un point peut-être que nous avons négligé, mais qui a été pour moi symbolique du sommet de Pau. C'est cet hommage qui a été rendu aux 7 soldats avant le sommet lui-même. Quand vous allez à un sommet, pour clarifier votre position face à une présence chez vous, et que vous rendez hommage à 7 de soldats qui sont venus mourir sur votre territoire pour vous, avant même le sommet, en présence des familles qui, elles, sont toujours sous les joies, qui en a beaucoup, qui ont témoigné, qui sont contre le fait qu'on envoie des soldats, leurs enfants se fait tuer dans des pays qui n'en veulent pas, qui est dans le débat, où le débat est posé sur la présence. Donc, je pense que quel que soit votre catégorisme sur cette question, vous revoyez vos formules au moins. Donc, je pense que le sommet est parti de là, la formulation du sommet est partie déjà de cet acte-là, pour permettre de clarifier les positions, c'est-à-dire la France reste ou pas, les différents, ceux qui étaient venus pour dire non, ont dû certainement mettre de l'eau dans leur verre lorsque vous rendez cet hommage, lorsque vous voyez cette émotion, je pense que vous revoyez certaines choses, et je pense que ça, quelque part, en tout cas, été le magma dans lequel a baigné tout le sommet. Alors, partant de là, on revient à cette question de la France à Kidal. Autant elle a voulu clarifier sa position de façon militaire dans le Sahel, autant elle ne peut pas, pour moi en tout cas, clairement se positionner sur Kidal. C'est pour ça que la question a été renvoyée en fait au Mali, aux pays de la sous-région qui doivent, et c'est une question de souveraineté aussi, qui doivent d'abord, le Mali lui-même résoudre sa crise, résoudre cette question de Kidal, parce qu'au-delà, on l'a évoqué cette question sous-jacente de culture, de tribu au niveau de Kidal, qui doit être résolue de façon par les Maliens eux-mêmes, mais au-delà, l'implication du G5 Sahel n'est pas que militaire. Il y a ces genres de questions de crise au Mali, au Niger et même dans une frange du Burkina qui doivent être résolues de façon en tout cas sous-régionale, sans implication, outre mesure pour moi, de la France. Sauf qu'au Mali, on a le sentiment que c'est la France qui a créé cette situation à Kidal. Et donc, du coup, la France est accusée de tous les péchés. Il faut comprendre le deuxième point, quand on entend le président français qu'il y a 2 raisons essentielles qui font que la France est présente au Sahel, c'est-à-dire c'est lutter contre le terrorisme et aider les États à assumer leur souveraineté. Peut-être que dans ce deuxième volet-là, c'est vrai qu'il appartient aux FAMA, aux forces armées maliennes, de résoudre Kidal. Mais en même temps aussi, quand on pose la question aux Maliens, ils disent que c'est les Français qui ont créer cette sorte d'extraterritorialité de Kidal. Donc effectivement, on attend de voir. De toute façon, c'est des questions. Si les populations sont un peu vent debout contre cette politique anti-française-là, c'est justement la succession des échecs. Mais comme on est dans un nouveau départ, comme je l'ai dit, il faut attendre d'ici quelques mois, le 26 mars par exemple, pour faire un bilan d'étape, et en juillet, pour voir si cette nouvelle force, cette Barkhane reprofilée, comme je dis, avec un nouvel profil là, est plus percutant que le Félix de Serval qui était là. Donc, on attendra de voir. Oui, Paul Mikiwamba, deuxième sujet de débat à ce débat de presse ce dimanche. Les ministres de la Culture du G5 Sahel, quant à eux, estiment que la réponse militaire qui a du mal à donner résultat peut être pas forcément suppléé, mais aidé par une réponse sur le plan culturel. Oui. La contribution de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent dans la bande sahélo-saharienne. Sauf que, quand on regarde dans les faits, beaucoup de projets culturels sous nos latitudes sont financés par l'extérieur. Et on se pose la question de savoir véritablement comment la culture peut aider
à cela. D'autant plus que pour nos pays, ce n'est pas des cas de souveraineté. C'est ça, oui, ça pose également un problème de souveraineté sur le plan culturel. Et je pense que c'est l'un des échecs du sommet de Pau, parce que on est parti, quand on regarde les conclusions, on a l'impression que tout est militaire. Le sommet n'a pas évoqué les autres aspects de la lutte contre le terrorisme. Donc, il est tout à fait normal, à mon avis, que les autres acteurs qui se sentent un peu impliqués, qui se sentent interpellés dans la lutte contre le terrorisme, s'impliquent dans cette lutte-là. Et je crois que c'est ce qui les ministres du G5 Sahel ont voulu faire à travers cette rencontre de Ouagadougou, pour voir quelle pourrait être la contribution de la culture à la lutte contre le terrorisme. Quand on regarde un peu les programmes du G5 Sahel, on se rend compte que tout n'est pas militaire à ce niveau. On a des programmes de développement à mettre en place, on a également des stratégies de déradicalisation des terroristes, parce que ça passe par d'autres aspects comme la culture. Donc je me dis quand même que c'était assez important de voir quelle pourrait être la contribution de cette culture-là. Mais en même temps, on a l'impression, et quand on prend l'échelle du G5 Sahel, que autant on parle de lutte contre le terrorisme, chacun dans son secteur pense apporter une contribution, même quand il n'est pas également convaincu lui-même, parce qu'on a vu avant les ministres de la culture, d'autres ministres se sont réunis dans d'autres pays pour dire bon, voici le conseil des ministres des affaires étrangères, le conseil des ministres du machin. Donc finalement, ça ressemble à un effet de mode. Mais je suis pratiquement convaincu que la question de la contribution de la culture à la lutte contre le terrorisme, là, il faut la reposer au niveau des acteurs culturels. Et je crois bien que c'est ce qu'a fait cette rencontre de Ouagadougou, parce qu'on a demandé aux différents acteurs culturels de faire des propositions concrètes au chef d'État, au ministre de la Culture, afin que la contribution de la culture à la lutte contre le terrorisme soit beaucoup plus présentée. Avant cela, d'ailleurs, je pense qu'ici au Burkina, le ministère de la Culture avait tenu une rencontre de cette nature pour montrer, à travers des conférences dans les différentes régions, pour montrer quelle pourrait être la contribution de la culture. Mais je crois également qu'il faut beaucoup contribuer, il faut beaucoup continuer à sensibiliser les uns et les autres, parce qu'il y en a beaucoup, moi j'en fais partie, des Burkinabés qui ne voient pas tout de suite le lien entre la culture et les questions de terrorisme, parce que on voit tout de suite les groupes terroristes n'a pas un lien direct avec la culture, même si il faut prendre en compte le volet religieux qui est mis en avant dans les questions de radicalisation des jeunes et dans les questions également d'extrémisme violent et tout. Donc je me dis quand même que ça pourrait être pertinent, mais il y a quand même un grand travail à faire, et pour que tout le monde soit au même niveau d'information, au même niveau d'engagement également. Il y a un slogan de l'UNESCO qui dit que la guerre prenait naissance dans les esprits des hommes. C'est dans les esprits des hommes que doivent se dresser les défenses de la paix. Tout à fait. L'UNESCO qui travaille pour la promotion de l'éducation, mais aussi de la culture. De la culture. Oui, ça c'est effectivement la phrase fétiche de l'UNESCO. Mais ce que je veux dire, cette phrase ne met pas en exergue tout de suite les questions de culture. C'est-à-dire c'est des questions également de sensibilisation, d'approche, parce qu'on parle aujourd'hui de la culture, on pourrait parler également d'autres types, d'autres domaines qui peuvent être assez efficaces. On va vous parler de la sociologie, on va vous parler de la psychologie, on va vous parler même de tous les domaines, en tout cas sont bons, leurs contributions sont les bienvenues dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que j'ai dit, il faut mettre en exergue la contribution de la culture. Il faut peut-être, je me dis quand même qu'il y a un gros travail à faire pour que les uns et les autres comprennent ça beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines qui sont en attente et qui voudraient également s'offrir l'occasion de montrer leur contribution à la culture. Oui, Yacine Sanou, est-ce que vous aussi vous êtes un peu dans ce doute qu'on ne voit pas très bien ce lien entre culture et lutte contre l'extrémisme tout de suite, si tant et tant que quand les ministres de la culture sont allés voir le Mogonaba Bango, il a insisté sur l'éducation aux cultures locales des uns et des autres. Et peut-être que, bon... Alors, pour clarifier ma position sur ce point, je pense très sincèrement que nous sommes à un débat de stress, pas un point de clarification. Sur ce point culturel, je veux dire, je pense sincèrement que j'ai bien peur que ce ne soit une rencontre de plus pour simplement mettre en exergue le fait que le ministère de la Culture existe dans les services sexuels et qu'il travaille, parce que soyons clairs, en cas de paix, quelle est la place qu'ont ces ministères-là dans les budgets? Ce n'est pas en temps de guerre que dans des projets d'investissement prioritaires, dans un espace comme le G7, on a évoqué déjà le sommet de Pau, dans un espace comme le G7, on veut que la culture ait une plus grande part dans les projets d'investissement prioritaires. C'est pour moi assez utopique de le penser, et ce n'est pas réaliste. La seule chose que je retiens qui est assez intéressante, et je pense qu'on n'avait pas besoin de rencontre pour ça, c'est ce renfort-là que peuvent apporter les autorités coutumières et traditionnelles, les artistes
et les écrivains dans tout ce qui a comme lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire quel est leur renfort qu'ils peuvent avoir. Je pense qu'on n'avait pas encore des ministres de culture pour cela. En cela que, vous l'avez dit, il y a comme cette espèce de vouloir répartir en arrière. Je pense que c'est là une erreur. Aujourd'hui, dans notre culture, qu'on le veuille ou pas, et ce qu'elle est aujourd'hui, imbriqué dans tout ce qu'on a comme mouvement social, tout ce qu'on a comme mouvement moderne, que ce soit Internet, que ce soit Facebook, que ce soit l'incivisme, que ce soit la corruption aujourd'hui, c'est tout ça qui fait notre culture. Il y a des pas qu'on ne peut pas. On ne peut pas vouloir répartir certaines bases de... je n'ose pas citer certaines pans culturels parce que ce n'est pas la même chose dans l'espace G5Sahel, dans tous les pays G5Sahel. Mais pour moi, aujourd'hui, le débat déjà a été mal posé. Déjà, sur cette grande part à apporter dans tout ce qui a comme action G5Sahel à la culture, même en temps de paix. Ce n'est pas fait, ce n'est pas en temps de guerre comme pourra le faire, c'est tout à fait pas réaliste à mon niveau. Et ensuite, pour moi, l'accent devait être mis sur cette contribution, en tout cas, des acteurs coutumiers et traditionnels et des artistes écrivains qui, vous l'avez dit avec le slogan de l'UNESCO, peuvent eux agir sur l'esprit, des jeunes qui peuvent être enclins à être recrutés dans cette spirale de lutte et de terrorisme. Mais véritablement, je ne trouve pas, outre mesure en tout cas, de pertinence, étant donné que nos ministères de culture souffrent en temps de paix de certaines choses. Aujourd'hui, au Burkina, on ne peut pas ressasser les différents problèmes qu'il y a culturellement parlant. Déjà, on n'a pas à pas avoir de musée formellement établi auquel on peut confier certaines choses, garder le parlant de sauvegarde du patrimoine culturel. On a vu le cas avec Tombouctou, avec l'invasion de Tombouctou, où on a la destruction. Donc il y a autant de questionnements qui déjà en temps de paix sont problématiques dans nos pays. Pour moi, en temps de guerre, les reposer ne peuvent pas permettre les il faut laisser la place à la guerre. Il ne faut pas être aussi la réponse militaire. Optimiste sur le fait que la place de la culture sera véritablement en avant au même titre que la place militaire, que la place de l'éducation. Bien sûr, il faut y penser, mais pas outre mesure que ça. Oui, j'ai donné, sauf que la déclaration de Ouagadougou, des ministres du G5 Sahel de la culture, ils ont réaffirmé que par le biais de la coopération sud-sud, il faut conjuguer les compétences, les ressources, mais aussi les expériences en vue d'une prise en compte effective des systèmes culturels partagés. Parce qu'ils estiment que c'est peut-être des frontières artificielles qui nous divisent, sinon que vous avez des peuples au Niger qui ont des parents au Burkina, qui ont des parents au Mali et qui ont des parents en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Bon, moi je pense même que d'abord même l'intitulé même du thème, contribution de la culture à la prévention, à la lutte contre l'extrémisme violent. C'est une tautologie. Tout extrémisme est violent. Voilà. Tout extrémisme est violent. C'est la médiane, quand c'est au juste milieu, c'est que c'est tempéré, c'est juste. Mais quand on parle d'extrémisme déjà, les extrêmes sont violents. Donc, bon, il y a d'abord ça. Maintenant, comme l'ont dit mes prédécesseurs, est-ce que les ministres de la culture ont fait un pensum? En français facile, est-ce qu'ils se sont réunis à Ouagadougou pour faire un travail ingrat et inutile? Un pensum, en français facile, c'est un travail inutile et ingrat. Est-ce que c'est le cas? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire ça, même si c'est vrai que nous avons aujourd'hui des enfants tactiles. Ils sont nés au berceau avec des tablettes. Comme l'a dit Yacine, on ne peut pas, il y a des acquis, on parle français, on s'habille un peu, même s'il y a une façon d'enfants, mais on est souvent en vert, on est en chemise, vraiment on pense occidental. Est-ce que tout ça, on est colonisé culturellement? Maintenant, peut-être que l'apport des ministères de la culture, parce que dans le mot culturel, il y a culte. Peut-être que effectivement, fallait se référer, et là je rejoins mes prédécesseurs, aux personnalités morales qui ont en tout cas une influence sur les populations. Par exemple, les autorités coutumières, les autorités religieuses, pour un peu essayer de voir, parce qu'il y a aussi le fait que souvent on associe la culture occidentale à une culture de la mort.
C'est-à-dire que, bon, il y a ça, on a mort ici, bon, sur le terreau africain, bon, il y a quand même ce respect de la vie. Bon, si on prend le thème de l'avortement qui est aujourd'hui qui divise, donc c'est tout ça, effectivement, par le biais des écrivains, des autorités coutumières, les grands chefs coutumiers, on peut impacter. Parce que aussi loin qu'on remonte dans le temps, effectivement, bon, si on prend l'exemple de l'anthropologie structurale, qui vraiment s'intéresse aux cultures dont le père est, si vous lisez les livres, en tout cas c'est des livres qui font référence, les livres du père de l'anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss, vous verrez que effectivement, dans les sociétés, la culture a toujours joué un grand rôle. Voilà. Et ici, je pense qu'ils auraient mis l'accent, par exemple, sur les autorités coutumières, les écrivains, et puis peut-être parler de la culture de la mort, parce que c'est ça, le terrorisme aujourd'hui produit une certaine culture de la mort, parce que la mort est devenue trop facile avec le terrorisme actuellement. Ça, mais bon, je ne pense pas que ce fut un pensum. Bon, c'est une réunion de plus, comme l'a dit Hassan. Peut-être que, bon, ils ont eu le mérite vraiment de faire de l'agitation, bon, d'attirer l'attention, mais en tout cas, le thème aurait mieux gagné en recentrant ça un peu sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Oui, et Hyacinthe. Non, juste, il y a peut-être un amalgame à ne pas faire lorsqu'on parle des autorités coutumières traditionnelles avec la religion. Ils sont garants de certaines valeurs culturelles, garants notamment des rites initiatiques et autres, mais si on veut glisser sur le terrain des religions, il va falloir mettre cela sous le terreau des ministères en charge des religions. Dans notre pays déjà, le ministère en charge des cultures et des religions n'est pas le ministère de la culture. Donc déjà, il y a cette clarification-là, excusez-moi le terme que vous n'aimez pas, à faire, en tout cas sur ce point, pour ne pas justement mettre tout ça et en venir finalement à ce qu'on ne tire rien de concret. Justement, on a comme l'impression que d'abord pour poser le débat, il n'y a pas peut-être cet effort de pouvoir clarifier un certain nombre de termes, de concepts. On met tout ensemble et finalement ça devient un peu comme un fourre-tout. Est-ce que d'abord le débat de discernement ne se pose pas? Oui, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à parler des questions de lutte contre le terrorisme, de l'extrémisme violent, on a même entendu des gens qui ont dit qu'il fallait trouver un lexique et pour pouvoir expliquer les termes, parce qu'il y a des termes assez nouveaux qui viennent, il va falloir les définir. Extrémisme violent c'est quoi, djihadisme c'est quoi, terrorisme c'est quoi, etc. Donc ça c'est un travail qui a manqué, ça fait que chacun utilise finalement le terme qu'il veut, on a des soucis de compréhension. Maintenant pour revenir justement sur cette rencontre qui a eu lieu à Ouagadougou, ça ressemble beaucoup à une rencontre de plaidoyer pour que les budgets alloués à la culture soient revus à la hausse. C'est pour ça que je disais tantôt. Ils n'ont pas dit expressément. Non, ça a été dit. Ça a été dit. La déclaration de voilà, il faut que la déclaration, ça a été dit. C'est un plaidoyer à l'échelle des 5 pays du G5 Sahel pour que les budgets alloués à la culture soient revus à la hausse. C'est vrai que c'est un débat qui est posé depuis un certain temps. Tous s'accordent à dire que la culture est assez importante, mais quand on regarde un peu les budgets, les ministères de la culture sont les ministères les mal logés et on se rend compte effectivement que les ministres de la culture ne sont pas bien positionnés sur le plan protocolaire, même au niveau des médias, tout ce qui est question de culture, ça vient en fin de journal. C'est un vieux débat qui a été posé depuis un certain temps. On est d'accord que c'est important, mais dans les faits, on ne les met pas en avant. Mais comme Hyacinthe l'a si bien dit, il ne faut pas attendre un temps de guerre pour pouvoir régler toutes ces questions. Il aurait fallu y penser plus tôt. D'ailleurs, je pense bien que quand on est dans une situation comme celle que nous vivons à l'échelle des 5 pays, on n'a pas suffisamment le temps de réfléchir sur ces questions-là. Donc pour moi, ça ressemble à une situation où les gens ont eu un financement, je ne sais pas venant d'où, ils se sont rencontrés à Ouagadougou, quelqu'un a financé un bailleur de fonds et on profite de cette occasion pour demander justement des rallonges. On en a fait sur les autres ministères en charge de la défense, de la sécurité, on veut en faire également sur la culture. Vous verrez que si ça continue ainsi, tous les ministères voudront. Sport aussi, on pourra même dire d'ailleurs que... Oui, donc sport, loisirs, etc. Et économie, finance,
on dirait qu'il faut rallonger au ministère de la Communication, parce que quand on prend également le volet communication, c'est vrai qu'il y a déjà eu les UACO qui se sont penchés sur la question du terrorisme, la question de l'image de notre continent. Il ne faudrait pas que ce soit un thème à la mode. C'est ça, ça reste malheureusement un thème à la mode. D'ailleurs, même quitter cette rencontre des ministres de la Culture et vous retrouvez dans d'autres domaines, les conférences qu'on organise, tous concourent donc à parler de la question du terrorisme. C'est vrai que c'est une situation à la mode, il faut en parler, ça fait partie de l'actualité, mais je pense qu'il ne faut pas en abuser et pour obtenir des rallonges budgétaires. Oui, Dieudonné, on va passer rapidement au troisième sujet de ce débat de presse, la grève avortée des transporteurs au Burkina Faso et leur rencontre ce week-end avec le Premier ministre. On l'a vu en début de semaine, c'était un peu la panique au niveau des stations service où les gens se bousculaient pour prendre du carburant parce que les transporteurs ont annoncé une grève illimitée. Et finalement, on l'a vu, 4 organisations se sont désolidarisées de ce mouvement et en fin de compte, c'est le Premier ministre qui les rencontre le week-end pour aplanir les divergences. On se pose finalement la question, avec ces transporteurs, ils jouent à quoi finalement? Bon, ça je sais qu'il pas. joue à faire peur aux populations? Peut-être. Bon, ça c'est un peu le chiffon rouge que les syndicats chaque fois brandissent à la figure du gouvernement. Moindre chose, on sort ça et puis on dit bon, la grève est devenue la première arme. Mais je pense que pour le cas spécifique des transporteurs routiers, pour ce cas pratique là, c'est la fêtière, c'est une fêtière, c'est la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina qui regroupe 19 organisations, je pense. Et c'est en fait c'est une vieille tambouille qu'ils ont exhibée. Je crois qu'il y a un problème entre les transporteurs et les chauffeurs. C'est vieux, ça date de quelques années. Et justement, les transporteurs voudraient ça pose un peu sur le problème du fret. Et les transporteurs voudraient en fait que le gouvernement s'immisce dans cette guéguerre-là pour trancher. Parce qu'un transporteur qui embauche par exemple un chauffeur, qui lui dit tu dois faire ça, ça et ça. Et entre-temps, ces chauffeurs se regroupent et ils prennent leur patron. Oui, parce que les transporteurs, c'est que leur patron est collé. Et maintenant, ces patrons-là, qui sont les transporteurs, veulent que le gouvernement vienne mettre le haut là. Bon, il faut reconnaître que le gouvernement ici est dans une position assez délicate. Mais c'est vrai qu'on a la vague impression qu'à la moindre pécadille, les transporteurs disent ah vraiment grève demain. Mais de moins en moins, c'est vrai que les gens ont envahi les stations, mais de moins en moins, cette peur panique là commence à ne plus prendre, parce que il faut qu'on sorte un peu de ça, et parce que je ne sais pas, je pense que les transporteurs et leurs chauffeurs doivent s'asseoir pour essayer de trouver une solution définitive. Je ne sais pas est-ce que le gouvernement peut trancher en faveur des chauffeurs ou en faveur des transporteurs, je ne sais pas. Mais je sais que le nœud gordien du problème, c'est une confrontation entre les transporteurs et les chauffeurs. Et si ça encore, cette grève-là a fait... Ça veut dire que manifestement, c'est entre eux qui doivent s'asseoir, on doit les enfermer dans une salle et puis ils vont vraiment discuter et puis trouver une solution. Paul Miki Ouamba, ce rôle d'arbitre que convoquent les acteurs, notamment les chauffeurs et les transporteurs, que convoquent ces acteurs-là, ils convoquent le gouvernement à ce rôle d'arbitre. Finalement, on a comme l'impression que l'arbitre ne veut pas saisir le sifflet qu'on lui donne. Mais seulement que l'arbitre dans ce cas est considéré comme un joueur par d'autres acteurs, puisque rappelez-vous, il y a 2 ans, on avait accusé le gouvernement d'avoir un pied dans le secteur des transports de façon illicite à travers justement le TRAF. On avait même dit que certains camions appartenant au président de TRAF étaient en réalité des propriétés de membres du gouvernement, etc. On n'a pas de preuve pour l'étayer, mais il y a eu ce débat qui a été posé. Mais aujourd'hui, quand on écoute les transporteurs, ils vous diront que ça fait 20 ans et ils n'ont pas donné de mot d'ordre de grève. Donc la confusion est généralement vite faite avec les chauffeurs routiers qui, ces dernières années, ont lancé des mots d'ordre de grève. Donc c'était la première fois
depuis une vingtaine d'années, en tout cas à en croire les responsables des syndicats des transporteurs, que les transporteurs annonçaient une grève et le débat aujourd'hui se trouve autour de la mise en place de cette fêtière. Figurez-vous qu'il existe une structure qui s'appelle l'OTRAF, qui est la principale structure, si vous voulez, en tout cas qui a le plus grand nombre de membres et qui, au départ, en 1995, je crois, a fait fusionner 4 syndicats pour créer le TRAF qui était à l'époque vu comme étant la fêtière et qui a fonctionné aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui comme étant la fêtière des transporteurs. Mais chemin faisant, il y a eu d'autres syndicats qui sont créés. Dieu donné à avancer les chiffres de 19 aujourd'hui, y compris les chauffeurs routiers. Ça fait 19 syndicats qui se retrouvent donc face au gouvernement. Donc il y a un certain nombre de problèmes d'entente entre les différents syndicats. Ça c'est un premier niveau. Entre les différents syndicats et le gouvernement, ça c'est un deuxième niveau. Et en réalité, la mise en place de la fêtière est querellée. Aujourd'hui, quand on a 4 syndicats qui sont démarqués de la grève qui avait été annoncée par l'autre aile des syndicats, quand on écoute ces derniers, ils vous diront qu'il y a un problème, justement, il y a même une nécessité de clarification, pour revenir sur mon thème de Yassine Sanou, sur je vais dire quoi, le niveau d'engagement de certains responsables syndicaux, parce qu'on vous dira qu'il y a parmi les 19 syndicats des secrétaires généraux de certains syndicats qui en réalité ne représentent pas grand-chose en termes donc, de militants. Il y en a même qui vous diront que certains patrons de syndicats ne peuvent même pas justifier une seule carte grise des camions. Donc en réalité, ils ne sont pas véritablement des transporteurs. Donc il y a cette aile de responsables syndicaux qui voudraient effectivement que l'on passe à une forme d'audience foraine pour voir qui est réellement transporteur, qui ne l'est pas, parce qu'il y a des syndicats dont la crédibilité est encore remise en cause. Voilà tout le débat qui se pose aujourd'hui. Et je pense bien que le gouvernement est obligé également de jouer les arbitres, parce que la question du fret, c'est une question assez centrale qui est un peu dirigée côté État. Mais tout le débat se pose donc au niveau de la gestion du fret, ça c'est connu. Maintenant, quelle fêtière pour gérer ce fret et quelle fêtière donc pour être l'interlocuteur unique vis-à-vis du gouvernement. Le problème se pose là-bas également à 2 niveaux. Qui pour aller donc constituer la fêtière et qui pour être le président de cette fêtière. Voilà toute la problématique qui se pose au niveau donc du secteur des transports. Et il y a tellement d'enjeux économiques qu'on ne peut pas s'étonner aujourd'hui de voir qu'il y a ces levées de boucliers, ces montées de tensions de part et d'autre. Et j'espère bien que le Premier ministre qui a pris les devants va donc concourir à trouver une solution. En tout cas, selon Maïga, Issoufou Maïga, le président de l'OTRAF, l'organisation, la hache de guerre est enterrée. On attend certainement de voir. Mais ce n'est pas la première fois qu'on nous dit que la hache de guerre est enterrée. On l'a déterrée récemment parce qu'elle avait été enterrée il y a 2 ans et on avait même renvoyé les choses par rapport justement à cette fêtière. Et bon, les délais s'approchent, il y a encore débat autour de la mise en place de cette fêtière, ils ne s'entendent pas. On espère, comme Dieu nous l'a dit, qu'ils vont se retrouver, se retrancher et puis trouver le meilleur compromis. Mais quand on écoute les différentes parties, vraiment la tension est très vide. C'est fait que je me demande si le chef du gouvernement va réussir effectivement à trouver un consensus, parce qu'aujourd'hui on a reporté les choses. On attend, le délai est assez court, on attend de voir quel type de consensus va sortir de cette rencontre qui est prévue autour de la mise en place de cette fêtière qui est tant attendue. Oui, pour terminer sur ce sujet, Yassine Sanou, pour le citoyen lambda, peut-être le gouvernement manque aussi de fermeté vis-à-vis de ses acteurs, parce que beaucoup estiment que en fait, ce n'est pas parce que des acteurs du transport ne s'entendent pas qu'ils doivent faire souffrir les populations. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas raison aussi? Je pense, et on a parlé de ce rôle d'arbitre que joue le gouvernement, je pense que déjà cette crise, cette grève avortée découle de promesses non tenues par le gouvernement. Donc il y a ce rôle-là que le gouvernement ne joue pas véritablement dans la résolution de cette crise-là. J'ai comme l'impression que, comme l'a dit Paul Meki, les intérêts sont tellement importants que le gouvernement aussi calcule avant de prendre certaines décisions, avant de trancher sur certaines questions. Mais toujours est-il que là, les 2 parties ne peuvent pas elles-mêmes s'entendre entre elles. Aujourd'hui, on a besoin de l'apport de ce gouvernement-là. Il est question de la mise en place de cette fêtière. Il faut que ce soit le gouvernement qui conduise la mise en place de cette fêtière-là pour permettre qu'elle soit représentative, qu'on n'ait pas encore de nouvelles manifestations lorsqu'elle sera mise en place. Il est question également de cette question de fret. Il y a naturellement des questions qui sont l'apanage du gouvernement dans la mise en place du fret, d'un fret en tout cas qui peut être de nature à rassembler tous les acteurs des transports. Au-delà de ça, je pense qu'il y a des questions également qu'il va falloir résoudre. Il y a des questions qui étaient soulevées de part et d'autre, notamment la question de la convention collective des chauffeurs routiers, la question de parking, notamment à Lomé, la question de bons de chargement à Cotonou, à Abidjan, mais également à Lomé, mais également cette question de monopole
non dit, Paul Mickey l'a un peu souligné, avec certains acteurs qui sont plus ou moins ceux-là qui sont les plus privilégiés, que ce soit en termes de transporteurs, en termes de chauffeurs, les chauffeurs routiers sont également privilégiés sur le terrain. Donc il va falloir résoudre ces questions. Et je pense que c'est le gouvernement qui peut mettre tous les acteurs sur le même pied d'égalité avec des textes qui permettent à chacun de passer autant qu'il veut, autant qu'il doit passer et ne pas avoir les mêmes acteurs appartenant aux mêmes transporteurs qui sont les premiers notamment à être servis à certains ports. Donc il y a ces questions-là qu'il va falloir résoudre de façon, si on veut résoudre la crise de façon pérenne. Il ne faut pas simplement rester dans le rôle du gouvernement qui met les acteurs, qui les rassemble et qui les laisse décider, mais il va falloir que le gouvernement prenne de l'avant. Mais la condition de ne pas être juge et parti. Si tant est qu'il y a des membres du gouvernement comme le laisse Subodoré et Paul Mickey, s'il y a des gens du gouvernement, on n'a pas la preuve, qui ont des camions dont les chauffeurs sont privilégiés pour les bons et tout, ça pose un réel problème parce qu'ils sont juges et partis. Donc, si le gouvernement peut jouer à l'arbitre à condition d'être impartial, mais s'ils ont des chauffeurs dedans, il va s'en dire que... Il connaît de la transparence. Voilà, c'est ça les textes qu'on peut... Les intérêts, il faut dire qu'il se dit même qu'il y a des camions burkinabés qui sont d'immatriculation étrangère, tout ça peut contenir. Oui, mais qui appartiennent à donc c'est pour être juge et parti. En ce moment, ça devient difficile parce que les gens aussi savent. Puisque c'est les chauffeurs entre eux, ils sont au courant, donc ça bloque le débat, ça vicie les négociations. Donc il va falloir sortir en tout cas de cet état de fait. Oui, dernier sujet à débat de presse, Hyacinthe Sanou, c'est l'Écho. Avec cette annonce jeudi dernier à Abuja, des pays francophones comme des pays anglophones comme le Nigeria, la Gambie et le Ghana qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord d'abord pour le fait qu'on appelle la nouvelle monnaie ECO et ils ne sont pas non plus d'accord avec le calendrier que l'UEMOA veut fixer pour le passage pour toute la région à cette nouvelle monnaie en remplacement du CFA. Vous, quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense simplement de la mauvaise foi de la part de ces 6 pays. Déjà, ces 5 pays, en font plus la Guinée, sont les pays qui battent leur propre monnaie. Donc, on peut comprendre, au-delà de tout ce qui a comme raison avancé, leur réticence à passer à une certaine monnaie commune. Déjà, ils font partie de la deuxième zone de la CEDEAO. Ils devraient, comme ils n'ont pas de monnaie commune, se retrouver entre eux, avoir une monnaie et plus tard fusionner avec le franc CFA. C'était le plan de départ. Ça n'a pas été fait. Ça dit que dès le départ, ils ont montré cette réticence-là à aller vers cette monnaie commune. Aujourd'hui, cette décision d'ECO a été adoptée par tous. L'UEMOA, avec les ministres à charge de la question à Abidjan, a décidé d'une manœuvre à faire. Et la question de les conclusions de la rencontre d'Abidjan, pour moi, je ne vois pas où est la contribution. Les ministres des Finances ont tout simplement ont décidé du changement du franc CFA en ECO lorsque tous les pays membres de l'UEMOA vont intégrer la nouvelle monnaie. Je pense que c'est tout à fait logique dans la mise en place de cette monnaie-là. Maintenant, on peut comprendre que ces pays-là aient beaucoup de questionnements à se poser, mais je pense qu'il faut poser clairement ces conditions-là, si on a posé le point de convergence en tout cas pour pouvoir aller à l'ECO. S'il y a d'autres questions que ces pays-là veulent amener sur la table, je pense qu'il faut le faire clairement et ne pas vous voyez sur des questions de déclarations faites par le président Ouattara ou autre qui n'a été mise noir sur blanc par la rencontre d'Abidjan des ministres des Finances de l'UEMOA. Donc il n'y a pas eu plaisir de s'arc-bouter sur la déclaration faite par Alassane Ouattara. Pour moi, il faut jouer franc jeu, il faut clarifier les positions face à l'ECO pour ces 6 pays-là, parce qu'aujourd'hui, la question est qu'on a déjà dans la CEDEAO une union monétaire qui marche, qui est celle autour du CFA, qui a enclenché une démarche d'aller vers l'ECO. La question est de ces pays qui battent leur propre monnaie. Que veulent-ils faire? Comment veulent-ils y aller? Je pense qu'il va falloir clairement poser. S'ils ont d'autres conditions autres que celles posées par l'Union, par la CEDEAO à Abuja, il va falloir clairement les poser plutôt que de nous voyer sur ces questionnements. Parce que dès le départ, on a vu la ministre nigériane qui disait que 2020 c'est trop tôt pour aller à une monnaie commune. Donc déjà, on a vu que dès le départ, ces pays-là avaient une certaine réticence en tout cas à travailler à la mise en place de cette monnaie commune. Leur inquiétude est d'autant plus grande quand ils estiment que
il y a des zones d'ombre, notamment le rattachement de l'ECO et à la convertibilité garantie par la Banque de France, mais aussi le fait de lancer l'ECO à court terme, comme l'a dit Hyacinthe Sanou. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes? Bon, en fait, je ne comprends pas pourquoi, finalement, ces 5 pays se sont érigés en fossoyeurs de la future. C'est 6 pays, oui, plus là-bas. Bon, d'autant plus que je pense qu'il y a 2 semaines de cela, le Ghana était dans une bonne disposition, parce qu'on a entendu le président Ado Kufuor dire que, en tout cas, le Ghana pourrait rallier l'ECO. Bon, et finalement, ils ont fait volte-face. Je ne comprends pas. Mais ces micmacs-là sont symptomatiques que la mise sur rail de cette future monnaie-là ne sera pas une sinecure, ça ne va pas être facile. Déjà même que finalement, c'est le nom en fait qui a changé. Ouais. Le nom qui a changé, sinon au fond, c'est quoi? Comme vous dites, et puis on a rapatrié, on va rapatrier les aides de change qui sont au trésor français. Il n'y aura plus les représentants français au conseil, tout ça. Mais au fond même, la parité là, on reste attaché à ça. Donc, il y a toujours un peu ce lien au but. Donc, qu'est-ce qui a changé? CFA, ça devient éco, mais donc je ne comprends pas pourquoi. D'autant plus que pour le moment, c'est les 8 pays de l'UEMOA qui vont cornaquer l'affaire, et puis après, le reste là, des pays de la CEDEAO vont rejoindre. Mais c'est symptomatique qu'il y a beaucoup de difficultés, et il va falloir que l'espace CEDEAO se retrouve avec sérénité, sans passion, pour voir comment ils vont mettre en place. Parce que je vois mal si un pays comme par exemple le Nigeria, qui, quoi qu'on dise que c'est un géant au pied d'argile, si le Nigeria ne fait pas partie de l'ECO, je pense que quand même il y aura beaucoup de manque à gagner. Donc je pense que la bataille de l'ECO commence maintenant, mais il ne faut pas rentrer dans les attaques intuitu persona ad hominem personnel. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui s'est assis de son propre chef pour décider de ça. Ça a été décidé de commun accord. Donc dire que non, les petits pays ne sont pas d'accord avec l'ECO de Ouattara, je trouve que souvent c'est mal posé le problème. Donc il va falloir que la zone CEDEAO se réunisse, et qu'il y ait peut-être un sommet extraordinaire, par exemple, parce que ça, j'imagine... Ils l'ont relevé, ils l'ont relevé, ils ont souhaité qu'il y ait un sommet extraordinaire de la CEDEAO pour se pencher sur ce problème-là, pour approfondir et on verra comment ça on termine avec vous, Paul Mikirwamba, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Je pense simplement que le président Alassane Ouattara est un peu victime de sa proximité diplomatique, politique et même matrimoniale avec la France. Sinon, simplement, je crois simplement que, et comme certains l'ont dit, n'a fait que relayer, c'est que les chefs, les pays de l'UEMOA avaient donc décidé. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'orgueil qui est un peu entretenu par les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest, simplement parce que quand on prend le chef de file, le frondeur, entre guillemets, qu'est le Nigeria, évidemment, moi-même je m'étais posé la question de savoir est-ce qu'on peut aller vers une monnaie commune sans que les décisions ne partent des pays, et notamment comme le Nigeria, parce que quoi qu'on dise, c'est un géant de l'Afrique. Quand on parle d'Afrique, du Nigeria, le poids économique du Nigeria pratiquement écrase le poids économique de l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc en réalité, ces convergences-là, la question de critères de convergence devait se poser, parce que d'ailleurs les anglophones soupçonnent l'UEMOA d'être encore de connivence avec la France. On n'a pas encore vu la rupture nette, parce que quand dans leur déclaration on a vu simplement que du CFA à l'ECO, c'est simplement un changement de nom. Donc il y a ces suspicions-là qui se font, et je pense bien que par rapport à tout cela, il va falloir peut-être prendre un peu de temps pour mieux faire les choses, parce qu'au début on nous avait dit selon le calendrier, les 8 pays de l'UEMOA allaient commencer, ensuite les autres allaient rallier petit à petit, mais tel que les choses se présentent, il faut redouter effectivement à ce qu'il y ait un échec vers cette monnaie commune, parce que quand on écoute les différentes positions, ils ne sont pas d'accord. Je crois qu'on peut faire machine arrière pour bien faire les choses à l'image de l'euro avec les pays donc, de l'Europe, parce que c'est quelque chose qui était un peu symbolique de notre union également au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est vue comme étant la partie de l'Afrique qui est la plus unie.
Merci. Oui, je pense qu'il faut y aller. On a un démarche qui a enclenché. Il faut y aller. Bien sûr, on a vu avec le Brexit dans l'euro, ceux qui veulent sortir. Ceux qui veulent rejoindre, le rejoindront. Mais je pense qu'il y a une démarche qui est déjà enclenchée, qui est bien enclenchée. On verra ce que ça va donner. Voilà, merci à tous les trois d'être venus pour le débat de presse de ce dimanche. Était là Dieudonné Zoungranade aujourd'hui au Faso, Paul Mikirwamba de Ouaga FM et Yacinthe Sanou de Omega FM. Merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.